Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau et dans ce magnifique jardin où nous nous sommes venus rencontrer le président du RPM, le président Alexandre Barraud-Chambrier, qui avait à cœur de présenter ses vœux du Nouvel An aux populations gabonaises. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce magnifique jardin. Nous allons discuter avec vous un peu avant votre présentation de vœux sur des questions politiques, d'économie et de social dans notre pays et à l'international aussi. J'ai invité pour la circonstance d'éminents confrères, Guy-Pierre Bitegué qui est directeur de publication du journal L'Ombanja. J'ai également invité Harold Leka qui est directeur de publication du journal en ligne Gabon Media Time, et il y a Teddy Obion qui est rédacteur en chef à TV+. Ces trois journalistes et moi allons discuter avec vous sur ces différentes questions. Et pour commencer ces échanges, j'ai invité Guy-Pierre Bitegué. Bonjour. Carnot, bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler de questions politiques, économiques et sociales avec le président Alexandre Barraud-Chambrier. À vous la parole. Président Barraud, bonjour. Bonjour, Guy-Pierre. Je commencerai par une question classique. Comment allez-vous? Comment va le RPM dont vous êtes le président? Et je vais bien, autant que cela paraît, grâce à Dieu. J'ai une activité qui est intense, qui a été intense, comme vous l'avez vu tout au long de 2021, puisque nous sommes à l'heure du bilan. J'ai parcouru une bonne partie du pays, 4 provinces, et ici à Libreville, notre permanence, notre siège ne désemplit pas. Donc je me porte bien, merci. Le parti, je vous ai dit, le siège ne désemplit pas. Il y a beaucoup de nouveaux adhérents. Nous sommes à plus de 12 000 adhérents, hein, ce qui commence à avoir de l'allure. Un peu dans tout le pays. Nous avons une implantation maintenant. Vous avez vu que nous avons été dans la Ngounié récemment, après 3 autres provinces. Et vraiment, on a senti que nous étions très attendus, très bien reçus, généreusement reçus par les populations. Hein, d'ailleurs, nous dormons souvent dans les villages. Nous échangeons beaucoup avec les populations en dehors des causeries qui sont montrées, qui sont filmées. Vraiment, le RPM se porte bien et est dans le paysage national. Il s'inscrit comme un acteur de plus en plus important et qui va réserver des surprises à certains. Activité intense, vous le dites si bien, Monsieur le Président. Il y a des mois, vous appelez à une large coalition des partis politiques de l'opposition et de la société civile. Avez-vous reçu un écho favorable? Quel sera le but de cette coalition si vous arrivez à la mettre en place? Nous avons effectivement des échos favorables. Vous voyez qu'au fur et à mesure de nos visites à l'intérieur de ces tournées, nous sommes souvent accompagnés d'acteurs politiques de premier plan. Hein, récemment, le maire de Mouila, du côté du Haut-Ogoué de Bakumba aussi, nous avions été bien accompagnés par nos amis démocrates, tantôt nos amis de l'Union nationale. Et beaucoup d'autres partis. Notamment le RPG, les partis dits du groupe des 41. Nous sommes confiants qu'au fur et à mesure que nous allons développer nos arguments, qui sont d'ailleurs partagés par beaucoup,
nous arriverons à cette coalition. Hein, rappelez-vous en 2016 que c'est un peu tardivement que l'on s'est mis d'accord sur la coalition qui devait permettre à Jean Ping d'aller à la bataille. Notre objectif est de construire quelque chose qui sera suffisamment organisé à temps pour mieux maîtriser les rouages de l'élection. Est-ce que l'opposition ne se prend pas toujours en retard? Avez-vous tiré les leçons de 2016? Nous sommes à la veille de 2022. Pour préparer 2023, la coalition tarde à se mettre en place, Monsieur le Président. Vous avez parfaitement raison. Le temps nous est compté et nous devons tirer les leçons de 2016. Mais nous devons aussi reconnaître aux acteurs de 2016 et des années précédentes, des années électorales depuis 1993, 98, 1998, 2009, 2016, ce sont des années marquantes où l'opposition à chaque fois a fait des progrès et est à la lisière de prendre le pouvoir, surtout en 2016. Hein, nous savons tous que c'est Jean Ping qui a été élu. Nous devons capitaliser sur cette expérience pour mieux rebondir, mieux repartir. Et c'est ce que nous faisons. C'est Jean Ping qui a été élu. C'est Ali Bongo Ondimba qui est au palais au bord de mer. Ali Bongo Ondimba, en qualité de chef de l'État, va prononcer son discours en termes de vœux à la nation. Qu'attendez-vous en tant qu'acteur politique de ce discours? Oui, nous voulons vaincre le signe indien pour que cet ordonnancement-là ne se répète plus jamais dans notre pays, où celui qui a perdu dirige le pays à la place de celui qui a gagné. C'est la motivation principale de la poursuite de notre combat, de cette résistance. On peut utiliser d'autres mots. L'essentiel, c'est l'objectif. Et nous sommes complémentaires de l'action des uns et des autres. L'essentiel, c'est la finalité. Et bon, vous me parlez du discours d'Ali Bongo. Bon, nous sommes sans illusion. Voilà quelqu'un qui a le bilan calamiteux que tout le monde connaît. Et ce n'est pas à quelques encablures, à 20 mois d'une élection présidentielle, qu'il va y avoir un miracle. Hein, d'autant que depuis 2018, malheureusement, le pays fonctionne au ralenti. Et nous cherchons la moindre étincelle d'un leadership. Hein, donc, nous ne nous faisons pas d'illusions. Et malheureusement, 2022, sous la gouvernance d'Ali Bongo, ne donnera rien de plus que les années précédentes et peut-être même pire, vu que nous avons toutes les petites mains qui s'activent autour pour prendre les décisions à la place de celui qui aurait dû les prendre. À cheval entre l'actualité nationale et internationale, il vous suivra qu'en 2016, après le hold-up et les tueries de masse qui s'en étaient suivies, l'Union européenne avait fortement conseillé à la classe politique, majorité, opposition, à se retrouver autour d'une table. Le régime et l'opposition ont fait le mort jusqu'à présent. Cet appel n'était-il pas finalement utile? Et cet appel était utile, mais pour discuter, il faut être deux. Hein, pour danser la rumba, pour emprunter un rythme qui est proche de nos latitudes, encore faut-il être deux. Dès lors que vous avez une partie qui considère que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'il n'y a rien à redire, qu'ils n'ont rien à se reprocher,
que 2016 s'est passé de manière tout à fait normale selon eux. Bon, vous voyez bien que nous marchons complètement sur la tête et qu'à un moment donné, on est rattrapé par les faits, que le déni des réalités est l'ADN de ce régime qui empêche les Gabonais de rêver et d'évoluer dans la bonne direction. Merci, Monsieur le Président. À l'international, jusqu'à présent, le Gabon est resté une zone d'influence française en Afrique. Sauf que le régime actuel a introduit récemment une demande d'adhésion au Commonwealth. Comprenez-vous cette stratégie lorsqu'on sait que l'Angleterre vient de quitter l'Union européenne? Bon, mais vous savez, la logique n'est pas ce qui habite forcément ce régime. Ce n'est pas la première qualité. Hein? Et là, il s'agit de quelque chose qui ressemble un peu à un chantage pour dire au bloc francophone que retenez-moi, sinon je fais un malheur, je vais chez les anglophones. Vous savez que notre culture et nos traditions ne nous prédisposent pas particulièrement à avoir des relations dans ce monde. Bon, vous savez, le Commonwealth est organisé autour de la couronne britannique. Je ne suis pas sûr que ce soit une organisation qui a des finalités économiques très importantes. Donc, pourquoi pas y être? Le plus important, c'est déjà de défendre les intérêts de son pays. C'est de faire face aux problèmes du Gabon. Or, lorsqu'on n'est pas capable d'avoir des responsables dans des secteurs stratégiques qui soient des personnes qui ont la connaissance de l'histoire, de la sociologie de ce pays, lorsque des petites mains se substituent aux compétences qui existent dans notre pays, mais qui sont malheureusement mis au chômage par manque de discernement, par manque de jugement, eh bien, nous assistons à l'échec actuel, nous assistons à la dégénérescence des mœurs que nous vivons aujourd'hui. Donc il est temps, effectivement, tous ces manœuvres dilatoires sont la preuve qu'il est temps que ces gens, que nous puissions tourner la page de ce régime et passer à quelque chose de plus sérieux. On a souvent comparé le Gabon à un émirat à cause de ses richesses, des richesses de son sous-sol. Seulement, son niveau de développement ressemble à celui d'un pays sous-développé, un pays pillé et gouverné par des kleptocrates. Êtes-vous d'accord avec cette vision? Oui, malheureusement, le pays a été pillé lors du premier mandat. Nous voyons très bien ce qui s'est passé, des sommes faramineuses qui sont parties dans les paradis fiscaux. Le deuxième mandat, on parle encore de plus de 400 milliards de francs CFA qui auraient été dissimulés ou qui auraient pris des voies non autorisées pour être placés dans des paradis fiscaux, pendant que le peuple souffre, pendant que le chômage des jeunes est au plus haut, pendant que la précarité gagne notre pays, au moment où même l'eau devient une denrée rare dans un pays à forte pluviométrie. Je ne parle pas de l'électricité, des délestages permanents, des problèmes au niveau de la santé, des problèmes au niveau de l'école qui est en grève depuis plusieurs années maintenant, l'accumulation d'années blanches. Donc,
pour en revenir à votre constat, oui, le Gabon a des indicateurs d'un pays à faible revenu, d'un pays pauvre, pour parler crûment. Hein, et c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas continuer à laisser perpétrer une telle situation. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés avec notre parti, avec d'autres amis, pour le changement et l'alternance. Monsieur le Président, le FMI intervient souvent dans le fonctionnement de notre économie et emploie des méthodes ou des diagnostics qui ne sont pas toujours adaptés avec les réalités de chez nous. Vous y avez un peu travaillé. Que conseillez-vous à ces partenaires? J'ai reçu récemment l'administrateur au fond. Vous savez, nous avons été parmi ceux, avec Michel Candesus, avec d'autres que je ne citerai pas, pour ne pas tirer la couverture de mon côté, nous avons orienté le Fonds monétaire pour adopter les stratégies de réduction de la pauvreté. Souvenez-vous que c'est en l'an 2000 qu'il y a eu une grande conférence ici, sous les auspices du président Bongo, qui a invité toute l'Afrique et où il y a eu cette inflexion sur les critères, le choix des critères de performance qui devaient être plus qualitatifs et moins quantitatifs, sur un certain nombre d'orientations par rapport aux privatisations systématiques, par rapport à un certain nombre de choix qui mettaient souvent les populations les plus exposées en difficulté. Hein, tous ces appuis pour subventionner l'électricité, pour permettre l'accès à l'hydraulique villageoise, toutes ces financements possibles pour inciter les nationaux à créer des entreprises, à créer des petites et moyennes entreprises, pour aider le secteur informel. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, mais en réalité le FMI, c'est le pompier qui intervient lorsque l'incendie est déclenché. Alors il intervient dans des conditions difficiles. Vous avez des experts qui viennent pendant 15 jours, ils restent à l'hôtel, ils emmagasinent une série d'informations, mais ce n'est pas ça qui va mettre fondamentalement le pays sur la voie du développement. Hein, il faut une appropriation des réformes et les stratégies de développement doivent être pensées par des nationaux. Nous avons suffisamment de cadres qui sont à même de concevoir et d'implémenter des réformes qui vont avoir un impact par rapport aux objectifs de diversification. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous que nous devons nous approprier davantage les réformes et aller dans le sens de la prise en compte de nos objectifs. Voyez-vous, aujourd'hui, on a cruellement besoin d'une relance économique. Mais ce n'est pas avec les mesurettes qui sont prises aujourd'hui, avec des couvre-feux à 21 h, avec des fausses promesses pour soutenir les petites entreprises qui ne sont pas réalisées, les couches les plus défavorisées. Tout cela, hein, c'est sans cesse du bluff permanent et avec les conséquences que nous constatons. Hein. D'ailleurs, la liste est longue de toutes les promesses de ce régime qui ne sont pas tenues. Hein. Nous pourrions rester des heures à égrener toutes ces fausses promesses, hein, depuis un jeune, un métier, en passant par la baie des Rois, le golfe par-ci, les 3 universités d'Oyem, de Mouila et je ne sais où, la transformation, l'industrie, l'école
du bois. Bon, et j'en passe. Maintenant, on nous parle d'une transgabonaise alors qu'on n'est même pas capable de faire 100 km corrects jusqu'à Kango. Hein, voyez à quel niveau nous sommes. Il n'y a plus de pilote dans le bateau ou l'avion Gabon. Hein, et il est temps que les choses changent. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Guy-Pierre d'être venu sur ce plateau. Merci Monsieur le Président d'avoir répondu aux questions de Guy-Pierre. Nous allons inviter sur ce plateau Harold Leka, qui est directeur de publication du journal en ligne Gabon Media Time, qui viendra parler avec vous des questions de la crise sanitaire, des mesures gouvernementales, de la grève dans les régies financières, de la crise dans l'éducation et bien sûr, il parlera certainement de cette situation dans le sport de notre pays, le football et le taekwondo notamment. Harold Leka vient de nous rejoindre sur ce plateau. Harold, bonjour. Bonjour Carlo. Merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter avec le président du RPM, le président Baro Chambrier. Vous êtes censé parler avec le président des questions de crise sanitaire, de la gestion de cette crise sanitaire, des mesures gouvernementales et bien tout ce qu'il y a comme crise, puisque j'avais déjà annoncé quelques crises à l'intérieur de la crise économique que le pays vit aujourd'hui. À vous la parole. Bonjour Président. Bonjour Harold Leka. Bientôt 2 ans que le Gabon est totalement bloqué, à l'instar des autres pays du monde entier, par la crise sanitaire liée au coronavirus. Pour le cas du Gabon, la crise est gérée par le gouvernement de Rose Christiane Souka actuellement et avant elle, celui de Julien Kogué-Bekale. Quelle appréciation faites-vous de la façon dont l'exécutif gère cette crise? Nous voyons, hélas, les résultats tous les jours. Ce n'est pas fameux. Hein, nous déplorons quand même un nombre important de morts par rapport à même notre démographie. Hein, nous devons être à plus de 300. Bon, officiellement, on parle de 270, mais c'est beaucoup plus que cela. Nous voyons l'opacité dans la gestion des ressources. Bon, entre les dons, les emprunts et toutes les ressources propres qui existent au niveau de ce qu'on peut appeler maintenant un corona business, hein, qui a connu un coup d'arrêt momentané avec la gratuité des tests PCR depuis hier. Mais là encore, c'est l'opacité. On ne sait pas quand les ressources arrivent, quelle est leur destination, hein, à telle enseigne que je crois savoir qu'un bailleur de fonds a exigé l'audit dans l'utilisation de ces ressources. Hein, donc c'est le flou. Au plan des soins, nos personnels médicaux déploient des efforts énormes sans qu'il y ait les contreparties au niveau de la rémunération, de l'incitation, mais dans un contexte de plateau technique défaillant, dans un contexte où il y a des pénuries de personnel, parce que actuellement, par exemple, beaucoup de personnes sont contaminées, de personnel soignant, de médecins, d'infirmières, et tout cela pose des problèmes. Hein, donc il y a toute une série de mesures liberticides qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Hein, nous sommes parmi les seuls pays au monde à connaître un couvre-feu depuis 2 ans. Bon, c'est inédit que tous les jours, c'était d'abord 18 h, c'est ça, maintenant 21 h, que nous sommes condamnés pour ceux ou celles qui n'ont pas le pass sanitaire magique
à rester dans nos maisons, dans nos chaumières, avec toutes les conséquences sur les activités économiques, les activités de loisirs. Un pays doit fonctionner. Au bout de 2 années, vous conviendrez avec moi que cela dénote d'insuffisance très importante. Donc le bilan, chacun peut le mesurer à l'aune de cette exaspération des populations qui n'en peuvent plus. Effectivement, les populations n'en peuvent plus et on le sait très bien. Donc au-delà de la crise sanitaire, le pays fait face à une crise, on va dire multiforme, notamment dans le secteur de l'éducation nationale, où il y a désormais un bras de fer entre les enseignants et le gouvernement. Quel commentaire faites-vous? Eh bien, c'est le gouvernement lui-même qui se met dans cette situation. Bon, mais enfin, on parle du gouvernement. Les premiers ministres changent, les ministres changent. À un moment donné, il faut désigner le vrai responsable. Le vrai responsable, c'est que celui qui est à la tête de l'État, qui est censé donner l'impulsion, qui est censé contrôler, n'est plus en capacité de le faire. Hein, nous le voyons bien qu'après les États généraux de l'éducation nationale, un certain nombre de besoins d'investissement ont été prévus, ont été programmés, rien n'a été exécuté. Hein, aujourd'hui, on cherche à la loupe péniblement la construction de nouvelles écoles, de nouveaux lycées, de collèges, comme cela devrait être le cas dans un pays où la croissance démographique est quand même importante et où les jeunes constituent la part la plus importante dans la part de la population. Donc, toutes ces défaillances au niveau de la revue des situations administratives, des personnels enseignants, toutes ces choses auxquelles l'État s'est engagé, de nouvelles salles de classe, de programmation, des inspecteurs pédagogiques, d'académie, tous ces points qui sont à juste titre revendiqués par les syndicats ne voient pas le début d'une solution. Donc nous ne sommes pas étonnés d'être dans cette impasse qui malheureusement est en train, depuis plusieurs années déjà, les années blanches s'accumulent et c'est nos enfants qui sont sacrifiés. Même son de cloche au niveau des régies financières. Vous qui êtes un économiste de renom, quel impact selon vous peut avoir la crise sociale qui perdure au sein des régies financières que sont les ministères de l'économie, les ministères du budget et des hydrocarbures depuis plusieurs mois? Elle a un impact considérable. Aujourd'hui, nous recherchons les quarts de point, les demi-points de croissance supplémentaires. Hein, après une année 2020 de récession économique, 2021, c'est encore une croissance en dessous de 2%. Vous comprenez bien que ce n'est pas avec des grèves dans ces régies qui ont été complètement désorganisées, là encore par le fait de la présidence de la République, qui décide de la dépense à la place du ministère des Finances ou du Budget, qui est devenu un caissier. Hein, vous savez très bien que les décisions sont prises aujourd'hui à la présidence de la République par des personnages dont nous ne connaissons pas l'expérience ou les dispositions à pouvoir gérer des situations qui sont devenues aujourd'hui complexes. Hein, dans ces conditions, quelque chose qui faisait la fierté de notre pays, les primes d'incitation, qui permettaient de motiver ces agents de l'État
qui contribuent énormément pour sécuriser le budget de l'État, vous voyez bien que nous nous retrouvons dans une situation où tout est désorganisé, où il y a des doublons, on me dit même des triplons, hein, des problèmes d'homonymie, des morts qui sont inscrits, et tout cela sur une masse de 6 milliards mensuels qui est prévue. Rien que le nettoyage du fichier permettrait de faire 1 milliard d'économies. Hein, donc nous marchons vraiment sur la tête et il est temps, là encore, de mettre un terme à cette expérience lamentable. Monsieur le Président, vous avez quand même une petite expérience dans la finance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre de l'ordre, comme vous dites? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire dans ce secteur notamment? Il faut déjà que ceux qui ne devraient pas se mêler de ces questions restent à leur place, que les règles, les nouvelles règles qui ont été décidées de manière unilatérale par un décret en décembre 2020, qui ne sont même pas en début d'application, que ces règles soient remises sur la table et discutées avec les acteurs de ces secteurs et qu'on voit réellement où est-ce que les choses se situent et que chacun retrouve sa vocation à laisser les finances publiques gérées par ceux qui sont censés en avoir les compétences et l'expérience. Hein, je crois, là encore, faut-il avoir la volonté de discuter, d'échanger et de faire des avancées. Hein, mais que voulez-vous, pendant que les ressources publiques sont utilisées pour des voyages, des budgets de la présidence qui sont opaques, où on ne sait pas qui fait quoi, qui voyage, qui mobilise des avions, qui va dans des missions qui ne rapportent strictement rien à l'État. Vous comprenez très bien que tous les fonctionnaires qui assistent à ce spectacle soient un peu exaspérés. Encore une fois, c'est l'exaspération dans tous les secteurs. Très bien, donc je ne pourrais clore le volet social de ce programme sans évoquer un scandale pour le moins ignominieux pour notre pays, celui des abus sexuels dans le milieu du sport, notamment le football et le taekwondo. Quelle appréciation faites-vous de cette situation qui a choqué, on va dire, les Gabonais? Choqué à juste titre, qui nous écœure. Hein, choqué, c'est faible. On ne pouvait pas s'imaginer de tels abus sexuels sur des enfants. Imaginez-vous, à une telle échelle, et semble-t-il depuis des dizaines d'années, hein, sans que ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité de nos enfants, sans que des enquêtes soient diligentées, il a fallu, nous dit-on, un article du Guardian, qui est un journal britannique, pour que les gens commencent à se réveiller. Franchement, tout cela, c'est une déliquescence des mœurs. Hein, c'est à l'image de cette société qui devient sans repère, où l'État ne joue plus son rôle, où les dirigeants ne constituent plus des modèles et où il n'y a plus de valeur. C'est la course à l'enrichissement, c'est la course pour corrompre, pour tout acheter. Et aujourd'hui, le mérite est complètement mis de côté et nous arrivons à des situations où c'est ce type de personnes avec des pratiques condamnables qui malheureusement tirent les ficelles un peu partout. Hein. Et je crains que là, on a levé un lièvre, mais
on risque de découvrir encore ou de faire semblant de découvrir, parce qu'il y en a qui savent. Il faut passer aux sanctions exemplaires. Et vous avez confiance à la justice gabonaise dans sa capacité à faire toute la lumière sur ce dossier? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître que la justice est souvent instrumentalisée. Bon, on ne peut pas généraliser. Il y a des juges qui essayent de faire leur travail dans des conditions difficiles, mais vous conviendrez que dans un environnement où tout est instrumentalisé par le politique, c'est extrêmement difficile. Nous le voyons avec les prisonniers politiques qui sont détenus sans procès pendant des années, sans que nous sachions réellement pourquoi, si ce n'est le fait d'avoir des opinions politiques contraires à ceux qui nous gèrent, qui sont censés nous gérer aujourd'hui. Monsieur le Président Chambrier, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Harold Leka d'être arrivé sur ce plateau pour poser ces questions liées à la gestion de la crise sanitaire, aux mesures gouvernementales, à la grève des régies financières et puis ce capéloguette que vous venez d'évoquer avec le président Chambrier. Merci Harold d'être venu. Merci Carmen. On va maintenant appeler sur ce plateau Teddy Obiang de TV+, qui viendra discuter avec le président Chambrier de sa tournée à l'intérieur du pays. On parlera du RPM, on parlera également du feuilleton RPM, RHM. Retour sur le plateau, Teddy Obiang nous a rejoint. Teddy, bonjour. Bonjour Carnot. Merci d'être arrivé sur ce plateau pour évoquer avec le président Chambrier des questions liées au fonctionnement de son parti politique, le RPM, avec notamment la tournée qu'il a organisée avec ses amis du parti à l'intérieur du pays. Je l'évoquais tantôt, il y a à peu près 3-4 provinces qui ont déjà été visitées. Vous allez en savoir davantage selon les propos du président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, vous sortez d'une tournée au niveau de la province de Langounié. Vous avez forcément fait un constat amer du niveau rétrograde de vie des populations dans l'arrière-pays. Au regard de ce constat, est-ce qu'il est vraiment facile d'aspirer à diriger le Gabon? Oh, mais je pense que vous mettez la charrue avant les bœufs. Le but de notre tournée est effectivement de recueillir les attentes, les aspirations des populations et de renforcer l'implantation de notre parti, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui devient une force de plus en plus présente sur le terrain. Et nous avons reçu un accueil enthousiaste partout où nous sommes passés, que ce soit dans le Wolentem, que ce soit dans l'Ogooué-Ivindo, que ce soit dans le Haut-Ogooué et maintenant dans l'Angounié. Ça a été véritablement vraiment un afflux massif de population, un intérêt marqué pour les échanges, pour notre message, pour notre vision. Et nous avons effectivement, bon, ce n'est pas une surprise, constaté que le Gabon régresse, que les populations sont dans la désolation, dans l'incertitude, dans la désespérance, et qu'elles ne comprennent pas comment notre pays peut connaître une telle régression, un tel immobilisme, alors qu'il y a tant à faire, il y a tant de possibilités. Justement, Monsieur le Président, c'est quoi l'objectif de ces différentes tournées? L'objectif, c'est de nous faire connaître, notre parti, de mieux l'organiser, de mieux l'implanter. À quelle fin? Un parti politique
C'est pourquoi? C'est pour conquérir le pouvoir par des voies démocratiques. C'est clair que nous sommes sur le terrain pour susciter le soutien des populations, la mobilisation des populations par rapport aux échéances à venir. Justement, parlons des échéances à venir. Les Gabonais vous regardent. On a envie d'avoir un barreau chambrier un peu plus clair. Seriez-vous candidat en 2023? Je crois qu'à ce stade, nous faisons un travail de pédagogie, de conscientisation des populations qui doit nous emmener vers une mobilisation plus importante, une mobilisation telle que nous aurons atteint notre objectif qui est de constituer l'alternative, de faire en sorte que ceux qui gèrent aujourd'hui le Gabon, demain, puissent connaître ce que c'est que l'opposition. Monsieur le Président, vous le dites avec beaucoup de figures de style, permettez-moi d'insister. Notre alternative, c'est bien, mais le Gabonais lambda aimerait comprendre si on doit compter sur Barreau Chambrier comme candidat de l'opposition en 2023, facilement. Une question fermée, Monsieur le Président. Je crois avoir dit clairement que je compte m'impliquer fortement pour arriver au résultat de l'alternance. Voyez-vous, la question, ce n'est pas Barreau Chambrier, ce n'est pas X, Pierre, Paul, Jean-Jacques. La question, c'est quelle vision? Le pouvoir, pourquoi faire? Le pouvoir pour permettre aux Gabonais de retrouver la fierté, pour recommencer à espérer et considérer que la fatalité de l'échec n'est pas quelque chose d'inéluctable. Voilà ce pourquoi nous sommes engagés. D'accord, vous avez fait, on reste toujours dans l'esprit de cette tournée à l'intérieur du pays où vous avez fait un constat, mais aujourd'hui vous avez une vision, vous avez certainement un projet de société parce qu'on n'aspire pas à arriver à la magistrature suprême si on n'a pas un projet pour ses compatriotes. En 2012, pour faire un parallélisme, en France, lorsque François Hollande briguait l'Élysée, il disait « moi président, je vais »,« moi président ». Moi président, est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans cette logique de moi président et être rattrapé plus tard par les réalités du pouvoir? Bon, vous savez, vous faites référence à François Hollande, mais c'était en campagne électorale. Hein, c'était dans un débat face à son adversaire du moment. Hein, donc, ne confondons pas les choses. Chaque chose en son temps. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Quand l'heure est arrivée, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Voilà, je m'excuse de cette tautologie, mais il faut, nous sommes dans un pays où les choses fonctionnent toujours d'une manière qui n'est pas traditionnelle et nous devons nous assurer que cette fois, nous allons nous donner les chances pour l'alternance. On va revenir à votre départ du Parti démocratique gabonais. Il se susurre que vous êtes parti, permettez-moi de la répétition, du parti au pouvoir parce que vous n'avez pas été maire de Libreville en 2016 en lieu et place de Rose Christiane Osuka Raponda ou encore que Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, ne vous a pas proposé pour être gouverneur de la BEAC. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, vous savez, tout cela est un peu simplet, pour ne pas dire simpliste. Je suis quelqu'un qui ne s'arrête pas à des considérations de carrière personnelle pour faire ses choix. Mon engagement est sincère. Vous savez, j'ai connu des périodes fastes dans ma vie professionnelle, notamment le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Je vous assure qu'il n'y a pas d'assemblée où vous n'êtes pas motivé, où vous bénéficiez d'échanges de très haut niveau. Hein, j'étais dans 24 pays où j'étais reçu
pratiquement comme un responsable de haut niveau, et pour ne pas dire plus. Donc, vous savez, j'ai été ministre, j'ai épuisé les charmes de ces fonctions. Hein. Aujourd'hui, je considère que mon pays m'a suffisamment donné et que mon rôle est de prendre le relais d'une bataille qui a été menée par des aînés, mais qui n'a pas encore abouti. Justement, mais même s'il n'y a pas de fumée sans feu, Monsieur le Président, on peut se le dire. On va passer à autre chose. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le conflit RHM-RPM, avec notamment votre compagnon de l'époque, Michel Menga Messon? Ce n'est pas une guerre de personnes, mais on parle bien évidemment de partis. Oui, ce n'est malheureusement pas, ce n'est heureusement pas un problème de personnes, parce que un parti, ce n'est pas un patrimoine personnel, un patrimoine individuel. Il se trouve que nous avons eu des divergences de vues, comme cela arrive à un moment donné. Michel Menga a choisi d'aller au gouvernement des usurpateurs. Nous avons choisi de continuer notre combat pour l'alternance et le changement. À partir de là, je suis le président légitime et légal du RHM. Si on considère que, effectivement, le RHM a été reconnu, a été légalisé par le ministère de l'Intérieur. Hein, le récépissé, je suis le président. Le RPM, c'est la mutation du RHM vers le RPM. Donc ce n'est pas un nouveau parti. C'est un parti qui est en transformation. Hein, et je suis le président du RPM. Donc qu'on parle du RPM ou du RHM, c'est ma modeste personne qui est président. Bon, que dit la loi au niveau de la mutation entre les deux? Mais la loi sur les partis politiques est très claire. On informe le ministère de l'Intérieur dans les 15 jours. C'est ce qui a été fait par exploit d'huissier. Et le ministère de l'Intérieur entérine dès lors que les choses se sont passées normalement. À quel moment devrons-nous avoir le récépissé définitif? Mais on aurait dû l'avoir il y a déjà de cela 2 ans. Le ministre de l'Intérieur le sait très bien puisqu'il me l'a dit. Est-ce que ce n'est pas entretenu? Bon, mais on n'a pas besoin de nous faire un dessin pour comprendre, mais c'est peine perdue parce que ce n'est pas ça qui va arrêter le RPM ou Barreau-Chambrier par rapport à ses objectifs. Et si jamais on ne vous donne pas le certificat, le récépissé définitif, êtes-vous prêt à aller à l'élection présidentielle de 2023, par exemple, en tant qu'indépendant, comme Jean Ping en 2016? Mais c'est vous qui me prêtez encore des intentions pour les élections présidentielles. Et vous avez raison de dire que Jean Ping a gagné sans être au départ... Non, je ne l'ai pas dit, ça c'est vous qui le dites. Oui, Jean Ping a été élu. D'accord. Oui, je peux l'affirmer avec des éléments à l'appui, avec des témoignages de l'Union européenne. Donc, merci de mettre de l'eau à mon moulin, hein, pour faire comprendre qu'on peut effectivement atteindre ses objectifs malgré les jeux du pouvoir. Alors, Monsieur le Président, vous disiez tantôt que ce n'était pas un débat de personnes entre vous et le ministre Menga Messon. Vous avez longtemps cheminé ensemble. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous asseoir autour d'une table et discuter de façon franche entre vous et Michel Menga? Ce n'est pas possible parce que notre ami a choisi de se lancer dans une voie sans issue pour nous. Servir un gouvernement dont on voit aujourd'hui les méfaits et les échecs cumulés, et donc se mettre dans la position de soutenir l'insoutenable.
hein, et nous pensons que par rapport à nos idéaux de départ, par rapport aux engagements que nous avons pris, que nous devons poursuivre la lutte pour l'émancipation de notre pays, de notre peuple, pour le progrès, pour plus de démocratie, pour une autre gouvernance. Hein, nous sommes dans des positions qui sont devenues diamétralement opposées. Nous n'avons pas changé. C'est lui qui, entre-temps, a changé. Depuis un certain temps, on assiste à des vagues de démission du RPM vers le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un fait qui risquerait de fragiliser votre formation politique? Non, je ne le crois pas. Vous savez, c'est pas de l'autosatisfaction. Non, mais vous savez, on nous annonce des personnes que nous ne connaissions même pas dans nos fichiers comme militants du RPM. On a filmé les fiches d'adhésion. Non, ce sont les fiches du RPM. Non. Ce sont des manipulations, hein, de quelques personnes qui sont aiguillonnées par la faim ou l'avidité au gain, hein, parce que nous savons très bien ce qu'on leur donne pour arriver à cette issue. Franchement, le PDG ferait mieux de s'occuper des problèmes quotidiens qu'il a du mal, qu'il n'arrive pas à régler, plutôt que de perdre son temps à récupérer des désœuvrés qui n'ont rien à voir avec nous. Et quand il s'agit de personnes qui étaient chez nous, j'ai pu vous dire qu'ils ont beaucoup plus à craindre de cela, parce qu'il n'est pas exclu qu'au moment fatidique, le choix ne soit pas en faveur de ceux qu'ils croient. Donc moi aussi, je pourrais faire des montages réels, hein, de personnes qui sont parties du PDG pour venir au RPM. Et croyez-moi, ça se chiffre par milliers. Donc de tous ceux qui sont partis du RPM, les démissions que nous avons enregistrées, vous ne reconnaissez aucun militant? Non, je ne dis pas que non. Je dis qu'il y a quelques militants qui sont partis, qui n'étaient d'ailleurs plus vraiment avec nous, que nous connaissions parfaitement pour être des personnes qui ont été signalées dans leur zone, dans leur secteur, comme des militants qui étaient déjà hésitants. Bon, mais vous savez, c'est dans la nature humaine, il y a un peu de tout. D'accord. Il est souvent entendu. Hein, mais malheureusement, ils vont le regretter lorsqu'ils constateront que nous avançons vers nos objectifs, et ils le regretteront encore plus lorsque nous accéderons au pouvoir. Au pouvoir. Vous êtes optimiste et c'est bien. Non, je suis réaliste. Réaliste. Tout à fait. Peut-être ma dernière question. Hein. Il est souvent entendu ici et là que vous bénéficiez du soutien de Brazzaville, notamment Junior Bongo Ondimba. Réellement, dites-nous un peu, quels sont vos rapports au-delà des liens de famille entre le président Sassou Nguesso, Junior Bongo Ondimba? Est-ce que vous aurez le soutien de ces deux-là en 2023? D'où votre optimisme aujourd'hui. Écoutez, laissez Junior de côté. Junior, c'est notre fils à tous. Pour ceux qui ont vu dans quelles conditions l'épouse du défunt président Omar Bongo est mort et dans quelles conditions lui-même a suivi son épouse 3 mois après. Nous devrions franchement avoir un peu de retenue par rapport à ce fils qui d'ailleurs a entrepris de brillantes études. La réalité, c'est que le Gabon et le Congo ont 1903 km de frontières. Le Gabon et la Guinée équatoriale ont 350 km de frontières. Le Gabon et le Cameroun, c'est 298 km de frontières. Dès lors, nous sommes condamnés à vivre ensemble et à développer de bonnes relations entre ces différents pays. Et surtout que nous voulons l'intégration régionale. Nous avons la volonté d'intégrer
d'avoir une intégration régionale plus poussée, une circulation des personnes et des biens, un certain nombre de projets fédérateurs. C'est ça l'intégration régionale. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, historiquement, le Gabon et le Congo ont toujours eu de bonnes relations. Mais si ma modeste personne, au travers de mes relations, de mes connaissances, peut permettre que ces bonnes relations se perpétuent, je ne vois pas où est le problème. Tout le reste, vous savez, ce sont des arguties. Je suis attaché à la souveraineté de mon pays. Il y a un principe de non-immixtion dans les affaires intérieures des pays. Peut-être que ceux qui vous amènent à me poser ces questions ont des choses à se reprocher eux-mêmes. Non, c'est la liberté du journaliste qui m'amène à poser cette question. Admettons ou à ces questions. Que vous soyez un homme libre. Totalement. Monsieur le Président, pour terminer cet échange avec Teddy Obiang, une question. Il fut un temps, vous étiez enclin à pouvoir dialoguer pour décrisper un tout petit peu la situation politique du pays. Est-ce que vous êtes toujours prêt à dialoguer avec vos anciens amis d'en face pour essayer de ramener la sérénité dans les mouvements politiques du pays? Écoutez, je vais vous faire une confidence. J'ai eu beaucoup d'approches pour m'emmener à renoncer à ce que j'ai fait. Et évidemment, ils se sont heurtés à un mur parce que mon engagement est total. Il est sincère. Et voyez-vous, pour dialoguer, comment pourrait-on refuser le dialogue lorsqu'on a quand même été à l'école du défunt président Omar Bongo. Hein? Mais ceux qui se réclament sans cesse de son héritage, encore que nous sommes à des degrés divers dépositaires de cet héritage. Ceux qui se réclament ne voient pas la nécessité du dialogue, hein, et sont en porte-à-faux avec l'approche qui était prônée par le PDG. Hein, je n'ai pas besoin de vous rappeler le triptyque que chacun connaît, puisque ça a été le parti unique à un moment donné. Tout à fait. Carnot, si tu me le permets, je m'en voudrais de partir de ce plateau sans vous demander vos rapports, sans vous poser la question sur vos rapports avec le président Jean Ping, par exemple. Mais mes rapports sont excellents. Vous avez sa bénédiction pour être candidat en 2023 ? Le président Jean Ping est un aîné et pour qui nous avons le plus grand respect pour tout ce qu'il a accompli. Bon, pourquoi voudriez-vous que j'ai sa bénédiction pour 2023 ? Lui-même est un acteur actif de premier plan dans notre combat. Je considère que nos efforts sont complémentaires et que forcément, à un moment donné, vous percevrez mieux les convergences. Merci, Monsieur le Président. Merci Teddy Obiang d'être arrivé sur ce plateau pour poser vos questions au président Barreau Chambrier sur sa tournée, sur le fonctionnement de son parti et sur tout ce qui a pu être dit autour des rapports entre le RPM et RHEM. Monsieur le Président, c'est la fin de cette interview. Vous avez le loisir maintenant de présenter vos vœux de l'année 2022 au peuple gabonais. Merci de m'avoir donné cette opportunité d'essayer de montrer que
dans tous les domaines de l'activité économique, dans tous les domaines de l'appréciation de l'évolution de la société, des mœurs, nous voyons un échec. Nous voyons aujourd'hui la régression de notre pays, le déclassement de notre pays, la perte de dignité, la perte de fierté. Donc, je voudrais, au terme de cette année 2021, qui a été une année difficile sur beaucoup de plans, pour nous tous, qui a été une année où on a poussé parfois à l'exaspération, où on se demande encore s'il y a un devenir sur cette terre de notre pays, où on s'interroge sur l'avenir de nos enfants. Je voudrais dire que, à travers mes tournées, à travers les échanges que j'ai chaque jour avec nos compatriotes, avec nos frères et sœurs, avec nos amis, avec nos partenaires, qu'il y a un chemin certes étroit, mais que nous pouvons emprunter, que nous devons emprunter pour faire aboutir cette alternance à partir de la détermination, à partir de la mobilisation, à partir de cette hargne, de cette volonté de changement qui doit nous habiter. Et il est clair qu'il est permis de croire que notre pays, le Gabon, va connaître l'alternance. J'en suis convaincu à travers les échanges que j'ai eus, que ce régime ne pourra pas aller au-delà des échéances normales, à condition que nous soyons donc empreints de cet esprit constructif, que nous soyons empreints de cette volonté commune, de cette solidarité qui doit nous animer, que nous mettions nos égos de côté pour permettre à notre pays de recueillir tout le potentiel dont il dispose, pour faire en sorte que nous puissions connaître une croissance forte, une expansion et une bonne redistribution des fruits de la croissance. Donc 2022 sera une année charnière. Et d'ores et déjà, je souhaite à nos compatriotes une bonne, heureuse année 2022, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de persévérance, hein, et que l'esprit républicain gagne davantage en nous pour faire en sorte que, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences, nous puissions encore nous rapprocher un peu plus pour ce grand rassemblement qui sera porteur de progrès, de changement de gouvernance, de démocratie, pour que nous allions à ces échéances, le moment venu, en bon ordre et de manière apaisée et transparente. Mais les échéances, c'est une chose, notre pays doit continuer à vivre et c'est ça le plus important. En tout cas, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse nos compatriotes, hein, et à très bientôt avec cet espoir chevillé au corps que l'avenir nous appartient.
Merci, Monsieur le Président, pour vos vœux. Merci à vous également d'être restés nombreux devant votre petit écran pour regarder cet échange entre le président du RPM, le président Alexandre Barrault-Chambrier, et la presse. J'avais sur ce plateau Guy-Pierre Bitegué, directeur de publication du journal Mbanja. Il y avait également Harold Leka, qui est directeur de publication du journal en ligne Gabon Media Time. Et il y avait Teddy Obion, qui est rédacteur en chef à TV+. Merci également à nos amis de Gabon News pour le plateau technique. Merci aussi à la team communicationnelle ABC pour toute la logistique. Merci encore et passez de très bonnes fêtes. Joyeuses années.